Fortes pluies, inondations et sécheresses. Ces dernières années, l'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. S'il n'est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent, déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions, est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique. Selon une étude du World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier dans les prochaines années. Une situation compliquée, provoquée par les actions néfastes de l'homme sur la planète qui se sont accumulées sur plusieurs années, d'après le réseau de scientifiques international. La saison des pluies, de juillet à septembre 2024, a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel. Conséquence, des inondations catastrophiques ont eu lieu au Soudan en août dernier. Une situation qui a aggravé la crise humanitaire déjà complexe que subissait le pays, mettant à rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide et des organismes gouvernementaux. D'autres pays, comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, ont aussi été touchés par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacées. Les pays africains perdent en moyenne 2 à 5% de leur PIB à gérer les extrêmes climatiques. Si aucune mesure concrète n'est prise, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d'ici 2030. L'Éthiopie participe à sa première réunion annuelle des BRICS depuis son adhésion en août 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré mercredi l'hôte du sommet Vladimir Poutine. Ce dernier a exprimé sa gratitude pour le soutien d'Addis Abeba à la Russie en pleine confrontation avec le reste de l'Occident. Nos positions sur de nombreuses questions mondiales et régionales sont souvent alignées et nous apprécions le soutien constant de l'Éthiopie aux initiatives russes au sein des Nations Unies. Lors de ce sommet des BRICS, les pays du Sud ont intensifié leur pression en faveur d'un nouvel ordre mondial prônant un système multipolaire. Ils appellent également à une dédollarisation progressive. Le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion du sommet des BRICS mardi à Kazan. Les deux chefs d'État ont évalué ensemble les relations entre la Russie et l'Égypte, vieilles d'au moins 80 ans. Nous accordons une attention particulière au développement des liens d'amitié avec l'Égypte, partenaire fiable et de longue date de la Russie. L'année dernière, nous avons célébré le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Je souligne notre aspiration à activer les cadres de coopération avec votre pays ami, y compris au niveau bilatéral, par le biais des cadres de coopération multilatérales, au premier rang desquels le groupe des BRICS. Nous soutenons tous les efforts visant à transformer le groupe en une plateforme capable de faire face aux répercussions négatives résultant des crises internationales et de parvenir à des solutions efficaces visant à maintenir les intérêts de ses membres à l'écart de toute restriction ou pression extérieure, notamment en ce qui concerne les transactions commerciales, en particulier entre l'Égypte et la Russie. L'Égypte et l'Éthiopie sont les deux pays africains qui ont officiellement rejoint les BRICS cette année. Ce sommet représente leur tout premier en qualité de membre à part entière de cette organisation de pays émergents que le Kremlin espère dresser face à l'influence occidentale dans les affaires mondiales. Plongée dans l'obscurité, Olivia Ouedraogo veut sensibiliser son public et aussi la société. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, Valentine Rugwabiza, chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, a présenté un état des lieux de la situation sécuritaire dans le pays, en mettant particulièrement en avant le respect de l'accord politique signé à Khartoum en 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Je suis heureuse d'annoncer que la dissolution de 6 groupes armés ainsi que de 3 factions de groupes armés signataires de l'accord politique est restée effective. Ce processus a conduit au désarmement et à la démobilisation de leurs combattants avec l'intégration de certains d'entre eux au sein des forces armées. Toutefois, l'envoyé de l'ONU a plaidé en faveur d'une énième prolongation de la MINUSCA. Elle a souligné que cette mission devrait être dotée de moyens supplémentaires pour soutenir les autorités dans l'organisation des prochaines élections locales. Le risque d'un retour en arrière demeure.
Les progrès tangibles et transformationnels réalisés en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain doivent désormais être étendus et consolidés. Le rôle de la MINUSCA reste essentiel dans ce processus. Nous comptons donc sur le soutien continu et concerté de ce Conseil pour proroger le mandat de la MINUSCA d'une année supplémentaire jusqu'au 15 novembre 2025 et pour mettre à disposition des ressources proportionnées et opportunes afin d'assurer sa mise en œuvre. En Centrafrique, la réputation des casques bleus est ternie par de fréquentes accusations d'abus ou d'exploitation sexuelle avec des centaines de victimes, selon des rapports de l'ONU. Malgré cela, les Nations Unies n'ont pas réussi à faire cesser ces abus sexuels perpétrés par ces militaires aux grandes dames des Centrafricains. Créée en 2014, la MINUSCA compte 14 400 militaires. Des voix s'élèvent au sein de l'UDPS, le parti au pouvoir, pour demander une modification de la Constitution en République démocratique du Congo. Mercredi à Kisangani, dans le nord-est, le président Félix Tshisekedi a évoqué cette question, qualifiant la Constitution actuelle de caduque au regard des spécificités du cas congolais. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent d'être modifiés. Ceux relatifs à l'organisation des scrutins, à la nomination des gouverneurs, y compris ceux qui limitent les mandats du chef de l'État. Félix Tshisekedi juge le texte obsolète et conçu pour faire la part belle aux belligérants du conflit congolais. Le président veut lancer rapidement cette révision. Il a annoncé la mise en place d'un processus de rédaction d'une nouvelle constitution en 2025, accompagné de la création d'une commission chargée de la révision de l'actuelle loi fondamentale. De son côté, l'opposition rejette la révision du texte que souhaite initier l'Union pour la démocratie et le progrès social. Elle perçoit plutôt cette démarche comme une volonté du président Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir.